Au Mali, le gouvernement s'est félicité de ce que davantage de bureaux de vote au second tour de l'élection présidentielle ont pu ouvrir que lors du premier tour, la sécurité ayant été considérablement renforcée. Au Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa tient l'opposition responsable des violences qui ont suivi les élections du 30 juillet. Il a également convié les Zimbabwéens à dépasser la période électorale et à regarder vers l'avenir. Au Niger, une épidémie de choléra a fait 13 morts sur 1 millier de malades recensés dans la région de Maradi, la capitale économique du pays. On en parlera également dans cette édition. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Mali, davantage de bureaux de vote au second tour de l'élection présidentielle ont pu ouvrir que lors du premier tour. La sécurité a été considérablement renforcée pour le scrutin du dimanche. Se félicitant de cette avancée, le ministre malien de la Sécurité et de la Protection civile, le général Salif Traoré, a également salué les forces de défense pour leur travail. Voici les images. Seuls 490 bureaux de vote sur un total de 23 000 n'ont pas pu ouvrir dimanche au Mali pour le second tour de la présidentielle, soit 2 fois moins qu'au premier tour. C'est ce qu'a indiqué ce lundi le ministre de la Sécurité publique, le général Salif Traoré, lors d'une conférence de presse au lendemain du scrutin. Affirmant ne pas être tout à fait satisfait, le ministre a tout de même salué une montée en puissance de l'armée dans un pays toujours confronté à la menace djihadiste. La sécurisation s'est passée de manière acceptable à notre entendement. Nous avions un objectif, faire en sorte qu'il y ait moins d'incidents au second tour qu'au premier. Ceux qui ont juré qu'il n'y aura pas d'élection, nous ne les avons jamais sous-estimés. La dernière fois, ils ont pu empêcher un grand nombre de bureaux de ne pas fonctionner. Cette fois-ci, c'est beaucoup moindre. Sur les 490 bureaux qui n'ont pas pu accueillir normalement les électeurs, 440 se retrouvent dans la région de Mopti en proie à des violences ethniques attisées par des groupes djihadistes. Les autres bureaux concernés sont situés dans le nord, dont 23 dans la région de Tombouctou, où l'incident le plus grave a été enregistré. En effet, le président d'un bureau de vote de la localité d'Akordia, à une centaine de kilomètres au sud de Tombouctou, a été tué par balle par 6 djihadistes présumés venus interdire le vote. Les assaillants ont ensuite saccagé le matériel électoral. Restons au Mali où la population est dans l'attente des résultats du second tour de la présidentielle. Mais avant la publication des premiers chiffres, quels sont les défis qui attendent le prochain dirigeant du Mali? Élément de réponse à travers cet élément. Qu'il s'agisse de Soumaïla Cissé ou d'Ibrahim Boubacar Keïta, le futur président du Mali se retrouvera face à un certain nombre de défis à relever au cours de sa mandature. Le président élu devra poser des actions afin d'améliorer les secteurs de sécurité, d'éducation ou encore de chômage des jeunes. Il aura également à faire face à des conflits intercommunautaires qui prennent de l'ampleur dans le centre du pays. Le vainqueur du duel entre le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, dit Ibeka, et l'opposant Soumaïla Cissé entrera donc en fonction début septembre avec la lourde tâche de relancer l'accord de paix conclu en 2015 avec l'ex-rébellion adominante Touareg dont l'application accumulait retard. Dimanche, les bureaux de vote n'ont pas connu de forte affluence en raison d'une météo pluvieuse, des risques de violence ou encore du manque de suspense. Le taux de participation s'annonce donc faible avec une estimation de 22,38% par l'ONG locale POSIM qui disposait de plus de 2000 observateurs sur le terrain. Au premier tour du scrutin, la participation avait été de 42,7%. Le jour même de l'élection, le président candidat et son adversaire, qui s'apprécient peu, se sont livrés à une nouvelle passe d'armes sur la fraude électorale. En bref, au Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa a prononcé ce lundi le traditionnel discours de la journée des héros de l'indépendance, un discours dans lequel il a appelé les Zimbabwéens à placer la période électorale derrière eux pour se tourner vers l'avenir. À cette occasion, le chef de l'État sortant, réélu selon les résultats de la commission électorale lors de la présidentielle du 30 juillet dernier, a répété que le scrutin avait été libre, équitable
transparent et crédible. Il a également tenu l'opposition pour responsable des violences post-électorales. Il faut dire que le discours d'Emmerson Mnangagwa, son tout premier à cette occasion en tant que président du Zimbabwe, a également été fondé sur des mesures économique. Je vous propose à présent d'écouter un extrait du discours du chef de l'État zimbabwéen. Le 30 juillet 2018, vous vous êtes levé et vous avez parlé fort et clairement. Nous avons également démontré ensemble que nous pouvions aussi organiser des élections libres et équitables, transparentes et crédibles. Nous condamnons cependant la violence inspirée par l'alliance du MDC après nos élections libres et équitables, des violences qui ont entraîné la mort de certains de nos concitoyens innocents. Au Cameroun, le porte-parole du gouvernement, Issa Tiroma Bakari, a promis l'ouverture d'une enquête sur une nouvelle vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montrant des exactions imputées à l'armée dans la région de l'extrême nord du pays. La vidéo, qui aurait été tournée avant 26 mai 2016, selon Amnesty International, et qui a été diffusée début août, montre des hommes armés tirant sur une dizaine de personnes non armées agenouillées face à un mur près de maisons en flammes. Toutefois, le porte-parole du gouvernement camerounais a rejeté l'accusation faite qu'il s'agit de soldats camerounais, et ce, tant qu'on n'aura pas établi de manière incontestable l'origine et l'appartenance des soldats qui auraient perpétré ces exécutions sommaires. Au Niger, une épidémie de choléra a fait 13 morts sur un millier de malades recensés dans la région de Maradi. Maradi est la capitale économique du pays. L'information a été rendue publique par les autorités nigériennes et des représentants des Nations Unies sur place. Reportage. L'épidémie de choléra a déjà touché plus d'1 millier de Nigériens et tué 13 personnes. Les malades, dont une cinquantaine, ont été recensés dans les quartiers de la ville de Maradi. Selon les autorités nigériennes et les organisations humanitaires travaillant dans le pays, 993 personnes souffrant de la maladie ont été recensées à la date du 7 août, notamment dans des quartiers de Maradi, la troisième grande ville du Niger. Parmi eux, des enfants âgés de 1 à 15 ans, selon les Nations Unies. Et selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires OCHA de l'ONU de Niamey, les 3 premiers cas ont été admis au centre de santé intégré de Nielwa dans la nuit du 4 au 5 juillet en provenance de Libya au Nigeria voisin. Des chiffres qui pourraient rapidement connaître une flambée en raison des inondations liées aux fortes pluies dans la zone infectée. Le ministre nigérien de la Santé assure toutefois que la situation est sous contrôle, soulignant que l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF, Médecins sans frontières et la coopération italienne ont aidé à circonscrire l'épidémie. Le choléra est une infection épidémique contagieuse des intestins. Elle est causée par une bactérie. En Égypte, les forces de sécurité ont tué 12 suspects de terrorisme dans un affrontement dans le nord de la péninsule du Sinaï, une région dans laquelle l'État mène depuis plusieurs semaines une vaste opération militaire qui cible le groupe État islamique. Plus de précisions à travers ces images. Les échanges de tirs ont eu lieu dans la ville d'Al-Arish après que les autorités aient reçu des informations sur la présence d'éléments terroristes cachés dans la région, selon une source au ministère de l'Intérieur. 12 terroristes ont été tués sans faire état de victimes parmi les forces égyptiennes, a ajouté cette source sans préciser la date de l'affrontement. Des pistolets, des munitions et des engins explosifs ont été retrouvés sur les lieux. Selon des chiffres officiels, plus de 200 djihadistes et une trentaine de soldats sont morts depuis le lancement le 9 février dernier de l'opération militaire baptisée Sinaï 2018, visant à déloger des djihadistes de la branche locale de l'EI du nord du Sinaï dans l'est de l'Égypte. Le 5 août, l'armée égyptienne avait annoncé avoir tué 52 djihadistes au cours des derniers jours dans cette région.
Pour rappel, depuis la destitution en 2013 par l'armée du président Mohamed Morsi, issu des frères musulmans, les forces de sécurité affrontent dans le Sinaï des groupes extrémistes, dont le I. Des centaines de policiers et des soldats ont été tués dans des attaques djihadistes. Les organisations de défense des droits de l'homme ont dénoncé à plusieurs reprises les conséquences sur les populations civiles de la campagne menée par l'armée. Du sport, avant de refermer cette édition, 1-0. C'est sur ce score que le Mali a remporté le trophée de la 8e édition du tournoi de football des sourds de l'Afrique de l'Ouest. La compétition s'est déroulée à Lomé, la capitale togolaise, du 3 au 11 août dernier. Ferdinand Gadé pour le point. Le Mali a pris sa revanche sur le Nigeria à cette 8e édition du tournoi de football des sourds de l'Afrique de l'Ouest. 1-0. C'est sur ce score que le Mali remporte le trophée de cette compétition dans la capitale togolaise ce 11 août. Le but a été marqué au début de la seconde partie. L'année passée, on a perdu à Bamako 2-1. Cette année, on a gagné au Togo ici 1-0. Très satisfait du voyage. Vous savez que depuis qu'on a perdu contre le Nigeria à Bamako ici, on n'a pas cessé de nous entraîner. Même pendant le mois de carême, où on fait toute la journée sans manger, le soir, après avoir cassé le jeûne, les jeunes jouent jusqu'à 23. La 3e place est acquise par le Togo qui a battu le Ghana au tir au but sur un score de 4-2. Le Nigeria accuse l'arbitrage pour sa défaite face à l'équipe malienne. Le ministre des Sports togolais, représenté par un directeur de cabinet à cette finale, apprécie le fair play qui a prévalu au cours de ce tournoi pour lequel les autorités ont été prévenues de son organisation sur leur territoire qu'à la dernière minute suite au désistement du Niger. Pour nous, c'est une satisfaction parce que nous avons été informés au tout dernier moment, à quelques jours du démarrage de cette compétition, et alors que des pays participants étaient déjà en route pour Lomé. Et tout de suite, le ministre des Sports a donné des instructions afin que toutes les dispositions soient prises pour faciliter le séjour aux participants à cette compétition. Il est très content parce que son objectif a été atteint. Et son objectif en premier lieu est de faire tout pour une cohésion entre tous les sous de l'Afrique de l'Ouest. Il veut montrer aux autres pays comment, par exemple, les attendants, les personnes normales, la façon dont ils organisent les choses et réussissent, tout ça là, il veut montrer aux autres personnes, en attendant que les sous aussi sont capables, les personnes malentendantes sont aussi capables à une très bonne organisation au milieu sportif. Le rendez-vous est donc pris à l'année prochaine pour la 9e édition du tournoi de football des sourds de l'Afrique de l'Ouest. Comme quoi, les handicaps ne constituent pas des limites. Ce sera tout pour cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi.